Sensation, les spéciales de l'info. Spécial de l'info consacré au sport féminin, émission enregistrée mardi dernier lors de la soirée entre filles au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Avec moi deux premiers invités. Michel Logier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Saint-Quentin en Yvelines et Manon Laporte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale et présidente de la commission des sports donc à la région. Ces chiffres pour commencer, des chiffres nationaux, donc les femmes ont 2 fois moins accès que les hommes à la pratique sportive sur certains territoires. Seulement 20% des femmes qui font du sport l'exercent en club et d'ailleurs on compte en France beaucoup moins de licenciées féminines par rapport au sport masculin. Il était urgent, Manon Laporte, on va commencer par vous, il est urgent d'agir sur cette thématique du sport féminin. Oui, il est urgent d'agir, mais pas seulement sur le nombre de femmes qui pratiqueraient ou de licenciés. Il est aussi urgent d'agir sur l'application de la loi de 2014, sur le nombre de femmes qui doivent être dirigeantes, sur le nombre de DTN, sur le nombre de cadres techniques, sur le nombre de techniciennes du sport et autres. Donc il y a beaucoup d'urgence effectivement concernant le sport au féminin. Alors dans ce développement du sport féminin, la région va mettre en place une politique et notamment des assises pour la féminisation du sport, je crois. Si vous pouviez en dire un mot. Oui, enfin j'ai décidé que ma commission fasse des propositions pour féminiser au mieux le sport. Et donc on va faire un groupe de travail dès vendredi et ensuite on va proposer des assises effectivement sur la féminisation du sport qui auront lieu probablement au mois de mai ou au mois de juin. La date n'est pas encore tout à fait arrêtée. Alors j'imagine qu'il y a notamment il y a un travail prioritaire à faire par exemple dans les quartiers sensibles ou chez la jeunesse. On précise qu'à l'adolescence le décrochage de la pratique sportive est plus fort chez les filles que chez les garçons, moins 45% contre moins 35%. Donc j'imagine que ça va être c'est là que sera mis peut-être tous les efforts pour ce développement du sport féminin. Oui, on sait que dans les lycées, à partir de la seconde jusqu'à la terminale, de moins en moins de jeunes filles pratiquent le sport, donc se font faire des certificats, ont de multiples excuses. Donc il faut absolument réformer ça. Vous savez, on a quand même eu... ça fait 50 ans qu'on essaie de développer le droit des femmes et il ne faudrait pas que tout ça tombe en inertie. Donc effectivement, il y a un gros travail auprès des quartiers sensibles pour faire venir les jeunes filles dans les clubs, pour faire venir les jeunes faire du sport au lycée. Et donc ça, on va effectivement s'attacher à prioriser cet objectif. Le développement du sport féminin, c'est tout l'objectif de cette soirée donc, qui se déroulait mardi au Vélodrome, la soirée entre filles où la Fédération française de cyclisme a présenté son plan de féminisation. Michel Logier, c'était normal que l'agglomération s'associe à cet événement ? Mais bien sûr, nous sommes déjà partenaires officiels de la fédération et puis bien sûr, le cadre était le Vélodrome où bien sûr là-dessus nous avons une action plus qu'importante puisque nous sommes le financeur et le gestionnaire du site. En tout cas, moi je suis tout à fait sensible à ce genre de soirée, en sachant déjà que sur 50 ans en Yvelines, beaucoup d'efforts ont été réalisés déjà pour la promotion du sport féminin. Et aujourd'hui, sur notre territoire de 12 communes, de 230 000 habitants, près de 500 associations sportives, c'est vrai que les femmes ont toutes leur place. Et moi, je suis, en tant que maire de Montigny aussi, tout à fait sensible à ces choses-là, en sachant qu'aujourd'hui, par exemple, sur ma commune, les équipes phares sont les équipes féminines. Donc nous, ça fait déjà un petit moment qu'on aide, on encourage toutes les disciplines sportives où les femmes sont à l'honneur. Vous le dites, 50 ans en Yvelines, c'est une terre de sport. Il y a plusieurs événements l'année dernière, donc c'est championnat du monde de vélo de piste. Il y aura la Ryder Cup en 2018. On espère peut-être les Jeux Olympiques avec donc les épreuves de vélo de piste et les épreuves de golf. Et vous le dites, les femmes ne sont pas oubliées dans cette terre de sport. Les femmes ne sont pas oubliées. D'ailleurs, vous avez pu le voir l'année dernière avec les championnats du monde de cyclisme sur piste qui se sont déroulés ici. Vous pouvez le voir aussi régulièrement sur le stade de BMX qui est juste à côté du Vélodrome où là aussi nous avons des sportives de très haut niveau. Je cite par exemple Manon Valentino qui fait briller quand même les couleurs françaises dans tous les pays du monde. Et puis bien sûr c'est cette promotion qu'on doit avoir du sport pour les événements à venir. Je rappelle aussi que nous allons accueillir au mois d'octobre les championnats d'Europe. Donc c'est vrai qu'on est aussi très fiers que le Vélodrome de Saint-Quentin soit choisi aujourd'hui par les grandes instances du sport cyclisme pour accueillir les grandes compétitions.
après les championnats du monde donc en 2015, les championnats d'Europe en 2016. Et puis bien sûr, on rêve des Jeux, mais je crois que la France rêve des Jeux, la région Île-de-France rêve des Jeux, les Yvelines rêvent des Jeux, Saint-Quentin bien sûr, on rêve aussi des Jeux. Et si on est site olympique, eh bien déjà nous avons tous les équipements qu'il faut pour accueillir les JO. Le Vélodrome bien sûr, le stade de BMX, mais aussi la colline de Elancourt où on pourra organiser les épreuves de VTT, sans oublier aussi le golf, puisque le golf redevient une discipline sportive. Et là aussi, nous avons tous les atouts, puisque en 2018, nous allons accueillir la Ryder Cup de golf, c'est-à-dire qu'on aura démontré sur le territoire notre capacité à accueillir les plus grands événements sportifs internationaux. Vous avez évoqué les Jeux Olympiques, c'est l'objet de ma dernière question qui s'adresse à vous deux. Avoir les JO sur le territoire de l'Île-de-France, à Paris, ça serait, on pourrait imaginer que ça apporterait un enthousiasme et qui profiterait directement au sport féminin, pour le coup. Oui, au sport féminin et au sport tout court, à la croissance économique, à la création d'emplois, au dynamisme économique, touristique. Ça apporterait effectivement plein de choses. Et le mouvement sportif doit être mis en avant absolument, parce que sans le mouvement sportif, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Merci beaucoup à vous deux. Peut-être Michel Leger, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oh non, tout simplement, nous, on en rêve puisque les gens s'y étaient préparés pour 2012. Donc 2012, ça n'a pas pu se faire, mais en tout cas, aujourd'hui, on met tous les atouts de notre côté pour essayer d'être aux côtés de Paris pour défendre cette candidature. Et j'espère bien qu'on pourra devenir site olympique. Vous savez, en France, on en rêve depuis 100 ans. Eh bien, si nous, on pouvait vivre ça dans quelques années, on serait vraiment les plus heureux. Merci beaucoup Manon Laporte et Michel Leger d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, Manon Laporte, vous êtes conseillère régionale et présidente de la commission des sports à la région, et Michel Leger, président de Saint-Quentin-en-Yvelines, également maire de Montigny-le-Bretonneux. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale sport féminin sur Sensation. A tout de suite. Les spéciales de l'info. Spécial de l'info sur Sensation consacré au sport féminin, et nouvelle invitée avec moi, Alex Cornu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur technique national adjoint à la FFC, donc la Fédération Française de Cyclisme, et vous avez donc plus particulièrement en charge la politique de développement. On va préciser donc ce chiffre pour commencer. Il y a 10% de licenciés qui sont des femmes à la FFC. Quelles sont les missions de la soirée ? Donc on précise, on enregistre cette émission dans le cadre de la soirée entre filles qui se déroulait mardi dernier au Vélodrome. Quelles étaient les missions de cette Très bien, soirée ? si vous voulez, la problématique qu'ont les fédérations sportives, pas que la FFC d'ailleurs, c'est qu'on cherche à augmenter le volume de nos pratiquants. On a une délégation de mission de service public de l'État. Donc on se doit de fédérer le maximum de pratiquants. Le vélo, c'est bon pour la santé, donc c'est effectivement une action intéressante. Et donc on est à peine moins de 10% de licenciés féminines. Donc on se situe, on va dire, plutôt en bas de peloton par rapport à d'autres fédérations. Les grosses fédérations comme l'équitation sont à 80%, elles ont le problème inverse. Elles doivent trouver des pratiquants masculins avec les mêmes mécanismes que nous. Les fédés moyennes se situent autour de 30-35%. Donc ça veut dire qu'on a, nous, une marge de progression pour accueillir davantage de pratiquants à la Fédération Française de Cyclisme. Et l'axe féminin, c'est un axe prioritaire pour nous. Donc Soirée entre filles qui lance donc ce plan de féminisation au sein de la FFC, et on était également le jour de la journée internationale des droits des femmes. C'était pas anodin, c'était tout un symbole de faire cette soirée ce jour-là. Exactement, cette soirée, si vous voulez, elle s'inscrivait dans un plan d'action qui va se dérouler jusqu'en 2020, jusqu'aux Jeux de Tokyo en fait. Notre stratégie, elle est jusqu'aux Jeux de Tokyo pour faire bouger ce chiffre des 10% et de passer significativement cette barre des 10%. Le but du jeu, c'est de retrouver des effectifs moyens, c'est-à-dire autour de 30% de pratiques féminines. Et cette soirée au Vélodrome national de Saint-Quentin, c'est une des actions de notre plan d'action. Effectivement, elle était symbolique. Notre volonté, c'est de démontrer que le vélo, c'est aussi accessible pour les filles que pour les garçons. Et il n'y a rien de plus concret que d'attirer des filles dans un vélodrome, le Vélodrome national, et de démontrer que finalement, en 3 jours, on avait booké 75 baptêmes en même pas 3 jours. Donc ça veut dire que si effectivement on crée les conditions de la pratique, les filles viennent au vélo. Action donc qui se déroulait, vous l'avez dit, au Vélodrome de Saint-Quentin. C'est un écrin tout neuf, il a 2 ans, le Vélodrome de Saint-Quentin. Ah, tout à fait, il a été inauguré il y a un tout petit peu plus de 2 ans, janvier 2014, 2015, en janvier 2013. C'est effectivement un lieu de pratique pour tout le monde.
Souvent, quand on regarde l'équipement de l'extérieur, on a l'impression que c'est quelque chose qui est fermé. Pas du tout, c'est un équipement qui est complètement ouvert au public, donc aux filles comme pour le garçon. C'est-à-dire qu'on peut venir pratiquer le vélo comme on ira à la patinoire. C'est complètement open. C'est aussi un lieu de pratique pour le sport de haut niveau, puisque nous, c'est le centre d'entraînement national pour nos sprinteurs et pour toutes nos épreuves de piste. Voilà, c'est un équipement complet. Au centre-piste, il y a aussi d'autres pratiques. J'invite tous les gens du secteur à venir à jeter un œil. Ça vaut vraiment le coup. Et le Vélodrome en plus qui a accueilli l'année dernière les championnats du monde de piste UCI. Exactement, il y a un an, pratiquement jour pour jour, l'équipe de France faisait des étincelles au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Ça a été un peu plus compliqué cette année, mais on est en année olympique, c'est une année un peu spéciale pour nous. Alors la marraine de cette soirée entre filles, c'était Pauline Ferrand-Prévot, multiple championne et qui sera en lice pour les prochains JO de Rio. Une marraine d'exception, une figure de proue pour ce plan de développement du sport féminin. Je pense qu'elle symbolise toute la féminité qu'on peut espérer. C'est effectivement à la fois d'abord une grande championne, et après elle a bien voulu nous donner un coup de main pour qu'on ait une tête d'affiche sur cette soirée. Elle a parfaitement joué son rôle. On est très content d'avoir Pauline Ferrand-Prévot. Après, effectivement, il faut qu'on arrive à développer beaucoup de Pauline Ferrand-Prévôt en France. Et ce plan de féminisation qui se symbolise sous une marque qu'on a voulu sympa, jeune, dynamique, sous l'identité Elle à vélo, symboliser ce plan de féminisation, faire en sorte que dans les 10 ans qui suivent, on sorte beaucoup de Pauline Ferrand-Prévôt. C'est ça le but du jeu. Alors si on revient sur le programme de cette soirée, qu'est-ce qui était au programme ? Écoutez, d'abord, la volonté à la fois de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, de la fédération et de Vélopolis, l'exploitant du Vélodrome, c'était d'ouvrir l'équipement au public, et notamment au public féminin, de leur montrer que cet équipement et que la pratique du vélo, c'est accessible pour tout le monde. Ça, c'était la première chose. Donc, une possibilité de baptême, 75 baptêmes. Après, effectivement, de proposer au centre-piste tout un tas d'animations qui sont dédiées plutôt au public féminin, avec des écoles de coiffure, onglerie, un atelier de relooking, la possibilité de faire une petite compétition sur des watt bikes. Bon, voilà, faire en sorte qu'on crée un espèce d'after-work pour les femmes du secteur de Saint-Quentin. Après le boulot, venir se retrouver entre copines au sein du Vélodrome, c'était la bonne occasion, quoi. Donc cette soirée entre filles, c'est l'une des actions de ce plan de féminisation. Les prochaines actions là, dans les prochains mois, alors on a une autre action phare qui se déroule pendant le Tour de France, puisque la Fédération française de cyclisme soutient un club 100% féminin à Courcouronnes, un club FFC qui est installé en Île-de-France. La particularité de ce club, c'est qu'il est 100% féminin, et que ces filles, comme elles l'ont fait l'année dernière, elles vont cette année encore faire toutes les étapes du Tour de France la veille des garçons. Voilà. Et donc la Fédération française est partenaire de ce club de Courcouronnes. Et on va essayer de gonfler le peloton avec des filles des clubs de la fédération sur chaque étape, là où passe le Tour de France en 2016. Merci Alex Cornu d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le directeur technique national adjoint à la Fédération française de cyclisme et vous avez plus particulièrement en charge la politique du développement. On fait une pause sur Sensation et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette spéciale de l'info. A tout de suite. De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info sur le sport féminin, émission enregistrée mardi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines à l'occasion de la soirée entre filles, événement dédié au sport féminin. Marraine de la soirée, la chorécycliste Pauline Ferrand-Prévot, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 24 ans et vous êtes multiple championne du monde dans plusieurs disciplines. Vous allez participer au JO de Rio cet été, on en parle dans quelques instants. Mais je le disais, vous êtes la marraine de cette soirée dédiée au sport féminin. Ça fait quoi d'être une figure de proue pour le développement du sport féminin ? Je suis plutôt très fière et très honorée. C'est vrai que voilà, c'est une belle soirée, un bel événement et que je puisse être la marraine, c'est super. C'est une soirée qui va lancer donc un plan de féminisation dans la Fédération française de cyclisme. C'est quelque chose que vous ressentez. Il n'y a peut-être pas encore, il y a que 10% de licenciés filles à la Fédération. C'est quelque chose encore peut-être qui est en retard, quelque chose à développer. Vous le sentez, vous, en tant que coureuse ? Ouais, c'est vrai que 10% c'est très faible, mais voilà, la Fédération s'investit beaucoup dans ce processus de médiatisation du cyclisme féminin. Donc voilà, déjà cette année, il y a de plus en plus de licenciés femmes, donc c'est une très bonne chose et je pense que voilà, c'est grâce à des événements comme ça et des soirées comme ça qu'on va faire progresser les choses. Pauline Ferrand-Prévot, vous avez la particularité d'être une coureuse polyvalente, donc 3 titres de championne du monde l'an passé, donc en VTT cross-country, en cyclocross et en relais mixte par équipe sur VTT. Une médaille d'or mondiale également en route en 2014 et en relais mixte VTT. Est-ce qu'il y a une discipline que vous affectionnez plus qu'une autre, ou peut-être une qui vous donne plus de fil à retordre ?
Non, c'est vrai que mais j'aime vraiment toutes les disciplines et pour moi, c'est pas possible de faire de choix. C'est vrai que l'une m'apporte vraiment pour l'autre et ouais, je pourrais pas faire de choix. Donc c'est pour ça que je fais tout et que voilà, c'est aussi ma motivation et mon mode de fonctionnement. Donc voilà. Alors l'année dernière, du haut de vos 23 ans, vous avez détenu simultanément le maillot de championne du monde sur route de cyclocross et de VTT. C'était une première dans le cyclisme mondial. Ça fait quoi de marquer l'histoire de son sport à seulement 23 ans donc, C'est vrai que j'y pensais pas forcément et après ma victoire au championnat du monde VTT, donc le 3e titre, c'est vrai que je me suis dit wow, ce que tu as fait c'est quand même beau quoi. C'est un peu ton record du monde à toi et ouais, j'étais vraiment la première à le faire donc c'était vraiment une fierté. Donc des performances de haute volée qui vous ont permis de décrocher 2 années d'affilée en 2014 et l'an passé le trophée de champion des champions. C'est une récompense qui est attribuée par le journal L'Équipe au meilleur sportif de l'année. Vous avez terminé notamment devant Renaud Lavillenie, devant Teddy Riner. J'imagine que ça donne encore plus l'envie de se battre, de se donner encore plus sur les pistes, sur les routes. Pardon. C'est très motivant. En plus, voilà, une femme devant les garçons, c'est vrai que c'est un petit clin d'œil. Donc non, j'étais très très fière de remporter pour la 2e année consécutive ce titre et voilà, c'est encore une motivation supplémentaire. Malheureusement, Pauline, la vie de championne a parfois ses coups durs. Une blessure au genou en fin d'année dernière qui vous a contraint à renoncer à la saison de cyclocross. Vous avez repris la compétition le 4 mars dernier par une manche de Coupe du Monde sur route. Donc c'était en Toscane, en Italie. Une 11e place pour votre retour. Comment va votre genou? Est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Oui, tout est rentré dans l'ordre. C'est vrai que j'ai pu reprendre déjà l'entraînement depuis 2 mois et voilà la compétition la semaine dernière. J'avais vraiment hâte de recourir parce que c'est vrai que tu t'entraînes beaucoup et tu te demandes comment t'es finalement. Donc là, pour pouvoir me comparer un peu aux autres, c'était une bonne chose. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de travail à faire pour arriver au niveau des meilleurs mondiales, mais c'est plutôt encourageant. Donc cette année est charnière pour vous, Pauline Ferrand-Prévot, avec en point d'orgue les JO de Rio cet été. C'est le seul titre qui vous manque. Vous serez en lice dans 2 disciplines sur route et en VTT cross-country. L'objectif, c'est la médaille. Les médailles. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de faire du mieux que je peux et si possible ramener 2 médailles d'or. Mais ouais, voilà, comme je l'ai dit, il reste du boulot et voilà, je suis pas en retard, mais pas en avance non plus, donc non, c'est un beau challenge. Justement, dernière question, à quelques mois d'une compétition de cette importance, comment on revient d'une blessure, comment on prépare ces JO? C'est une course contre la montre, finalement. Ouais, finalement, c'est un peu ça. Après, comme j'ai dit, je suis pas en retard. Hein. J'ai repris l'entraînement par du foncier, donc des longues sorties. Là, je reprends la compétition et avec des sorties un peu plus rythmées, plus d'intensité. Et voilà, là, je vais recourir tous les dimanches, tous les week-ends. Donc, je vais avoir le temps vraiment de progresser et de monter en pression. On vous souhaite bonne chance, en tout cas Pauline Ferrand-Prévot. Merci d'avoir été avec nous, je le rappelle, multiple championne du monde de cyclisme et vous participerez aux Jeux Olympiques de Rio l'été prochain. Vous êtes également la marraine de la soirée entre filles qui se déroulait mardi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. On marque une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour cette émission spéciale sur le sport féminin. A tout de suite sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation. De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info consacrée au sport féminin. Nouvel invité de l'émission, Patrick Chéab, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité départemental de handball des Yvelines. Dans le département, justement, quelle est la situation pour le handball féminin? Y a-t-il beaucoup de licenciés? Alors, nous sommes un département avec 7000 licenciés. C'est l'un des départements les plus importants de la région parisienne. 7000 licenciés donc au total? Au total. Et alors, voilà. Spécifiquement du coup sur les féminines? La part féminine, tout juste à peine 2000 licenciés. Donc ça représente à peu près 25-26%. Quoi. Donc pour le handball féminin, il y a quelques bons clubs dans le département, notamment dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines où se situe le Vélodrome. C'est l'AS Montigny-Bretonneux qui évolue en National 1, c'est le 3e niveau national, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc je connais bien le club de Montigny parce que je suis l'ancien président pendant 20 ans. Donc effectivement, c'est la 2e fois où le handball de Montigny accède en National 1. Et qui est pour le moment assez mal en point aussi, je crois qu'ils sont derniers au classement. Voilà, donc ça avait bien démarré en début de saison et puis effectivement, à ce niveau-là, il faut se battre pour conserver ce niveau, quoi.
Et alors dans tout ça, le comité de handball yvelinois, quelles sont ses missions? Est-ce que Alors, c'est participer au développement du handball? Effectivement, donc les missions essentielles, c'est l'organisation des compétitions, toutes les formations à mettre en place, les détections des jeunes potentiels, en fait, comme on dit, des jeunes talents, à la fois au niveau des joueurs, joueuses et arbitres. Et puis effectivement, on a des thématiques à mettre en place, dont développer la pratique féminine. Vous le dites, détection de jeunes talents, je crois qu'il y a des sélections yvelinoises. Voilà, il y a aussi des bien masculines que sélections. féminines, En fait, d'ailleurs. la mission de tout comité de pratique sportive, c'est d'alimenter la filière de haut niveau. Donc ça commence par la base, de détecter tous les jeunes présentant un certain potentiel. Et donc ces sélections, cette détection de jeunes talents se fait, je crois, à plaisir. Alors, ça se fait sur tout le département. D'accord. Donc on a un technicien chargé de ça pour aller détecter les potentiels dans les clubs. Et on organise des opérations, des tournois sur une journée et au cours de la saison pour effectivement se créer une liste de joueurs et joueuses pour constituer nos 4 sélections départementales. Alors le handball féminin sera mis à l'honneur la semaine prochaine, du 18 au 20 mars prochain, avec un tournoi international des moins de 20 ans au Palais des Sports Pierre de Coubertin. Un plaisir, il mettra aux prises la France, la Slovénie, l'Israël et la Macédoine. Tournoi qui sera, je crois, qualificatif pour les championnats du monde qui se déroulent en Russie. Voilà, tout à fait. Donc c'est la 2e fois que le département organise, en relation avec la Ligue régionale bien sûr, ce genre d'opération. La première avait eu lieu en 2013 à Poissy, donc toujours qualificatif pour un mondial. Et donc cette année, on recommence l'opération. Bon, on commence à être un petit peu habitué. Et donc la fédération a confié l'opération à la Ligue et au comité départemental pour organiser cette opération. Donc il y a 3 matchs en 3 jours pour les Français, c'est un vrai marathon contre la Slovénie. 2 matchs par jour. 2 matchs par jour, donc, voilà. Mais les Français joueront un match chaque jour. Chaque jour, oui. Donc la Slovénie vendredi 18 mars à 17h face à l'Israël samedi 19 mars Oui. à 17h et le lendemain contre la Macédoine à 15h. Oui. Quelles sont les chances pour nos jeunes bleus? Alors, contrairement à 2013, finalement, il n'y aura qu'un seul qualifié à l'issue de cette petite compétition. Donc le choix va se faire entre la France, vraisemblablement, et la Macédoine. Donc toutes les nations vont s'affronter, Oui. c'est un système de championnat. De championnat, voilà, Tout à fait. tout à fait. Alors j'imagine que ce tournoi international sera un coup de projecteur pour le comité, et pour le handball féminin dans le département. Tout à fait. Donc nous, c'est ce que l'on essaye de faire, hormis nos opérations classiques, c'est effectivement de mettre en place des événements ou de profiter d'événements qui pourraient se faire en dehors du département pour promouvoir la pratique féminine. En fait, on essaye un petit peu de sensibiliser l'intérêt des jeunes filles et des jeunes femmes à la pratique du handball. Et ça, donc cette promotion, ça va se faire peut-être par des animations autour de cet événement. Oui. Il n'y aura pas, pour intéresser un public, même non connaisseur, il faut toujours mettre en place des animations périphériques. Donc nous organiserons un colloque féminin avec des techniciens chargés de la pratique féminine et de l'encadrement féminin. Il y aura aussi des opérations de handball fauteuil, de handball adapté, vis-à-vis de différents types de handicaps. Et puis on va organiser un tournoi mixte de jeunes de moins de 9 ans, voilà, pour essayer de sensibiliser les jeunes filles dès le plus jeune âge. Parlons de la logistique maintenant, Patrick Chab. Comment prépare-t-on un tournoi de ce genre au niveau de l'hébergement des sélections, de l'accueil des supporters? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que c'est un gros travail en amont. Hein. Déjà, un gros travail de documentation vis-à-vis de la Fédération européenne, puisqu'il faut établir on a un dossier à déposer avec des tas de renseignements. Bon, il y a tout ce qui... Dès qu'on organise une opération internationale, effectivement, c'est... on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on a un cahier des charges à respecter. Voilà, et puis après, il y a des réunions de pilotage sur l'opération avec différentes parties à maîtriser. Et puis à l'aspect technique, communication et d'autres. Il faut effectivement s'entourer de bénévoles parce que nous, comité ou ligue, on a absolument besoin des clubs support en tant que bénévoles. Donc toute une logistique. Et une dernière question, comment fait-on pour assister à ce tournoi? Est-ce qu'il faut se munir d'un billet à l'avance? On peut venir sur place directement? Non.
lorsqu'on a affaire, l'intérêt d'attirer du monde, c'est effectivement de faciliter l'accès. Et donc l'entrée est entièrement gratuite. Donc effectivement, pour vous donner un ordre d'idée, le premier jour, le vendredi 18 mars, il y aura un premier match. Et au cours de ce premier match, déjà le Palais des Sports sera complet. Donc il n'y aura que des jeunes dans ce Palais des Sports. Donc on espère que l'engouement sera le même dans les matchs suivants. Et donc ce tournoi sera à partir de vendredi prochain au Palais des Sports Pierre de Coubertin à Plaisir. Merci Patrick Chiab d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le président du comité départemental des Yvelines de handball, le département qui accueille donc le week-end prochain à Plaisir un tournoi international des moins de 20 ans avec les sélections françaises, israéliennes, macédoniennes et slovènes. L'heure pour nous de faire une petite pause sur Sensation. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette spéciale de l'info sur le sport féminin. A tout de suite. Les spéciales de l'info. De retour sur Sensation pour les dernières parties de cette spéciale de l'info sur le sport féminin. On accueille notre chroniqueur Quentin Beniadou, bonsoir. Bonsoir Grégory. C'est le sport le plus populaire en France, Quentin. Le football n'en demeure pas moins clivant à l'égard des femmes, à l'instar des autres sports. Où en est justement le développement de la pratique dans l'Hexagone et surtout comment est-il perçu en France ce football ? Il est souvent décrit comme lent, pas assez intéressant, trop peu technique. Les clichés demeurent toujours. Pourtant, le football féminin est aujourd'hui en pleine expansion. En plein cœur de la fameuse affaire Aurier. J'espère que vous n'allez pas m'insulter de fiotte. Pas de risque, j'ai trop de respect pour vous Grégory. Donc en plein cœur de cette fameuse affaire Aurier, au PSG, la Fédération française annonçait discrètement avoir franchi la barre des 100 000 licenciées féminines. Un cap symbolique évidemment, bien loin du million d'Allemandes qui pratiquent le football en club, mais c'est un pas supplémentaire pour le développement du foot féminin en France. Il faut notamment rappeler que la Fédération comptait seulement 15 000 joueuses en 1990 et environ 50 000 en 2011. On a donc doublé le nombre de licenciés en seulement 5 ans. Alors, 50 000 en 2011, 100 000 aujourd'hui en 2016. Comment peut-on expliquer ce développement ? C'est en très grande partie dû aux bons résultats de l'équipe de France, comme nous l'explique Anthony Reich, rédacteur en chef du site Footdel, et qui suit l'équipe de France. Il était notamment aux États-Unis cette semaine pour la tournée américaine des Bleus. On va dire que c'est une discipline qui progresse bien depuis plusieurs années avec des bons résultats de l'équipe de France, même s'il n'y a pas eu de titre encore. Ça a participé à la médiatisation et puis surtout à un élan général dans le foot féminin. Et puis au-delà de ça, tu as un championnat de France qui se structure de plus en plus, qui se professionnalise de plus en plus, même si on est encore loin des standards américains ou allemands, où les championnats sont complètement ou presque à totalité professionnels. Mais on va dire qu'on rattrape notre retard tout doucement. On a quand même, par rapport aux États-Unis par exemple, on a quand même 20 ans de retard, il faut l'avouer. Alors Quentin, l'équipe de France féminine est une bonne vitrine pour le football français, mais qu'en est-il du championnat de France, la D1 féminine ? Alors justement, à l'heure actuelle, on compte 4 clubs professionnels en première division. Lyon, le Paris Saint-Germain, Montpellier et Lille. Et c'est sans doute par ce point que doit passer le développement du football féminin en France. Plus on comptera de clubs professionnels dans l'élite, plus les moyens augmenteront, de quoi offrir des contrats plus attrayants, des conditions de travail qui se rapprocheraient de ce que peuvent avoir les hommes. À titre d'exemple, le salaire moyen pour une joueuse de première division se situe entre 3 000 et 5 000 euros, pendant que leurs collègues masculins touchent en moyenne 47 000 euros. Bref, la professionnalisation, c'est offrir la possibilité à la France d'avoir un championnat féminin plus compétitif. On écoute une nouvelle fois Anthony Reich à ce sujet. Le football féminin français est à une période charnière, c'est-à-dire qu'on a des clubs qui se structurent, une fédération qui commence à vraiment avoir un projet foot féminin, mais là, en ce moment même, il y a des clubs professionnels type l'Olympique de Marseille, type les Girondins de Bordeaux, le FC Nantes, le FC Lorient, qui ont investi dans une section féminine. En fonction des clubs, elles sont à plus ou moins bon niveau. Et dès la saison prochaine, on devrait avoir un OM en D1. On pourrait éventuellement avoir des Girondines du coup en D1 aussi. Tout ça fera que ça professionnalisera encore plus évidemment la D1. Cet extrait, Anthony Reich parle de 20 ans de retard sur les États-Unis. Est-ce que la vérité est aussi terrible concrètement ? Qu'est-ce que ça signifie, Quentin ?
La vérité est terrible. C'est vrai que si on devait comparer par exemple à un championnat masculin, le championnat féminin américain serait sans doute la première ligue anglaise. Le championnat élite compte 10 clubs, tous sont professionnels, ils génèrent beaucoup d'argent et ils évoluent dans des stades qui affichent très souvent complets. La plupart des joueuses de l'équipe nationale évoluent au pays et quand on sait que les États-Unis font partie des 3 meilleures nations du monde, on comprend que le championnat soit d'un tout autre niveau. L'engouement pour le soccer féminin aux États-Unis est énorme, y compris dans les universités. On compte aujourd'hui près de 2,5 millions de joueuses licenciées, ce qui en fait le sport le plus pratiqué par les Américaines. Anthony Reich a donc passé la semaine outre-Atlantique et pour lui, ça n'a rien à voir. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'engouement, ça n'a rien à voir, quoi. Le football, le soccer féminin aux États-Unis est un sport de noblesse, on pourrait dire. C'est vraiment un sport très populaire ici. Et puis depuis leur titre de championne du monde en juin dernier au Canada, les Américaines ont connu un engouement médiatique incroyable. Et au-delà de ça, structurellement, c'est clair que de toute façon, il y a un fossé énorme. En point d'orgue de cette stratégie de développement mise en place depuis quelques années par la FFF, la Coupe du Monde féminine 2019 qui aura donc lieu en France. Les Bleus n'ont jamais fait mieux qu'une 4e place dans une grande compétition. C'était aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et lors du Mondial 2011. Entre-temps, bien sûr, il y aura les JO cet été à Rio et l'Euro 2017 aux Pays-Bas. Et si la France arrivait enfin à décrocher une médaille, nul doute que cette équipe pourrait devenir la nouvelle coqueluche des fans de foot français. Merci Quentin Beniadou et vous restez avec nous pour une deuxième chronique sur le football féminin. Vous avez interrogé une ancienne internationale tricolore qui a joué à Juvisy en Essonne. Ce sera juste après une pause musicale. À tout de suite sur Sensation. Sensation, les spéciales de l'info. De retour sur Sensation pour la dernière partie de cette spéciale de l'info consacrée au sport féminin. Toujours avec nous notre chroniqueur Quentin Beniadou qui nous parle encore de football. Et direction l'Essonne maintenant où le football féminin est bien représenté avec le club de Juvisy, 2e plus beau palmarès en France. Vous avez pu interroger Quentin Sandrine Capi, ancienne joueuse internationale de Juvisy. Elle vous a livré son point de vue sur l'équipe de France à quelques mois des JO. 6 mois, voilà le temps qu'il reste à l'équipe de France féminine de football avant ces Jeux Olympiques de Rio. Un rendez-vous important évidemment pour des filles qui ont faim de titre, elles qui n'ont jamais été médaillées sur la scène internationale. Avec 2 4e places au Mondial 2011 et au JO de 2012, cette équipe a attiré les médias et les supporters. Les matchs sont désormais diffusés sur D17, une médiatisation qui réjouit Sandrine Capi, 5 fois championne de France avec Juvisy en Essonne et ex-gardienne de l'équipe de France entre 1991 et 2006, elle qui a connu les difficultés à une époque où peu s'intéressaient au foot féminin. Moi, je pense qu'on attend ça depuis longtemps, donc on peut que se réjouir de voir le foot féminin à la télé, sur France 2, sur TF1, c'est génial, quoi. Alors tout d'abord, on n'en vit pas forcément, même encore maintenant, je pense que c'est certains clubs, il y a très peu de clubs qui en vivent. Nous, voilà, c'était notre passion, on travaillait la journée, on s'entraînait le soir. Ça a été ça pendant des années, c'est juste, voilà, ça commence tout doucement à arriver, mais il y a encore énormément de travail pour pouvoir en vivre, hein. C'est pas encore gagné. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Quentin, Sandrine Capi est donc 5 fois championne de France avec Juvisy en Essonne, ex-internationale. Aujourd'hui, comment s'est-elle reconvertie ? C'est une vraie amoureuse du football, donc elle n'a pas quitté le ballon rond. Aujourd'hui, en parallèle de son emploi, elle entraîne depuis 3 ans la section féminine du club d'Étampes dans le Sud-Essonne. Son objectif est clair, elle veut promouvoir le football féminin dans le département. Sandrine Capi nous parle d'ailleurs de son parcours après sa carrière de joueuse. Donc j'ai commencé déjà en étant entraîneur gardien de but, puis je me suis orientée après pour avoir une équipe. Donc j'ai pris l'équipe réserve de Juvisy et suite à ça, Étampes est venu me demander de promouvoir le foot féminin au sein du club. Donc en sachant que c'est un club de garçons, c'est pas un club exclusivement féminin. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis 3 ans, ce que j'essaye de faire, de promouvoir le foot féminin, d'avoir de plus en plus de filles à Étampes. Donc là, on arrive à une 90 filles à peu près. Donc ce qui est bien sur la ville d'Étampes. Moi, ce que j'essaierai de faire, et c'est ce que j'essaye tous les jours, c'est d'avoir un club formateur dans le sud de l'Essonne. Internationale, quel regard porte-t-elle sur le niveau actuel de l'équipe de France ? Est-ce qu'une victoire au JO est possible pour elle ?
Honnêtement, ça semble très compliqué. Tout d'abord parce que les Bleus reviennent d'une tournée peu convaincante aux États-Unis. Ensuite parce qu'elles retrouveront notamment les Américaines, mais aussi le Japon, le Brésil et l'Allemagne, les 4 favoris de la compétition. La France arrive donc avec un statut d'outsider, mais a une carte à jouer. Les joueuses du coach Philippe Bergerot sont capables d'exploits, comme elles l'ont fait en 2011 lors du Mondial, où elles avaient battu l'Angleterre 3-0 en quart de finale. Pour Sandrine Capi, l'espoir est donc permis, et elle espère qu'une bonne performance créera de nouvelles vocations. Oh ben l'espérer, oui, ça c'est sûr. J'espère pour elles qu'elles vont réussir à avoir enfin cette médaille que on méritait déjà, voilà, et à chaque fois ça passe à côté, donc j'espère que cette fois-ci elles ne vont pas passer à côté et que le travail fourni de toute la France, parce qu'il y a tellement de choses en France, pas que l'équipe de France, mais c'est vrai qu'il y a des clubs autour et on travaille pour ça, au niveau des formations, au niveau de l'école de foot, donc j'espère que ça va porter ses fruits et qu'on va récupérer des petites joueuses suite au JO. Autant dire que la route est longue pour le développement du football féminin en France, mais une belle performance sur la scène internationale pourrait bien accélérer grandement les choses, avec toujours dans le viseur ce Mondial 2019 qui aura lieu en France et qui est déjà dans toutes les têtes. Merci Quentin pour cette nouvelle chronique et pour plus d'infos sur la section féminine du Club d'Étampes entraîné par Sandrine Capi, un site internet le www.fcetampes.footeo.com. Il est temps pour nous de conclure cette émission. Les spéciales de l'info.